Si confus sont mes souvenirs, tant d'incertitudes même, là où ils commencent. À certains moments, j'aperçois d'épouvantables perspectives sur les années qui s'étirent derrière moi, tandis qu'à d'autres moments, on dirait que l'instant présent est un point isolé dans une infinité grise et sans forme. Je ne suis même pas certain de comment je suis en train de transmettre ce message. D'un côté, je sais que je parle. J'ai cette impression vague que peut-être il faudrait une atroce médiation pour porter ce que je dis à l'endroit où je voudrais qu'on le comprenne. Mon identité est un brouillard ahurissant. Je pense que j'ai souffert d'un choc, un grand choc, peut-être venu des monstrueuses excroissances des cycles de mon unique et incroyable expérience. Et que ces cycles d'expérience dérivaient tous, évidemment, de ce livre, Manger au verre. Je me souviens de quand je l'ai trouvé dans la faible lumière près de la rivière noire et huileuse où toujours tourbillonnent les brumes. L'endroit était vieux, si vieux, avec des étagères montant jusqu'au plafond rempli de volumes pourrissants qu'on atteignait à travers une suite sans fin de pièces sans fenêtres et d'alcôves. Et encore, à leurs pieds, les tasses en forme d'un grand nombre d'autres livres, même le plancher ou dans des coffres grossiers. Et c'est dans un de ces tas que je l'avais trouvé. Je n'ai jamais su son titre, parce que les premières pages manquaient. Mais il était tombé ouvert vers la fin, et j'y saisis d'un regard ceci qui me fit chanceler le sens. C'était une formule. Une sorte de liste de choses à dire, à faire, que je reconnus comme de quelque chose d'obscur et d'interdit, quelque chose que j'avais lu autrefois furtivement dans les mémoires où ces anciens explorateurs écrivaient à la fois fascinés et dégoûtés dans cet univers des secrets sous haute garde dont j'aimais tant absorber la prose décadente. C'était une clé, un guide pour certaines portes et transitions dont les mystiques avaient rêvé et murmuré depuis l'origine de la race et qui avaient conduit à des libertés et découvertes au-delà des 3 dimensions et des royaumes de la vie et de tout ce que nous savons. Depuis des siècles, aucun homme, pour se rappeler sa substance vitale ou savoir où la prendre, mais ce livre était bien sûr très ancien. Non pas même imprimé, mais où la main d'un moine demi-fou avait tracé en latin ces phrases sinistres dont les onciales garantissaient la belle antiquité. Je m'en souviens. Ce vieil homme me lorgnait en gloussant et me fit un signe curieux de la main quand j'emportais le livre. Il avait refusé que je le paye. C'est seulement longtemps après que je devinais pourquoi, comme je me dépêchais de revenir à la maison par ces rues étroites, venteuses, suffocantes du front de mer, j'avais l'impression effrayante d'être furtivement suivi à pas feutrés. Ces maisons chancelantes d'autres siècles semblaient des 2 côtés douées d'une malignité morbide et toute fraîche, comme si quelque canal de compréhension diabolique jusqu'ici clos avait été abruptement rouvert. J'avais l'impression que ces murs, ces pignons en suspension, avec leurs briques désagrégées, le plâtre et les poutres moisies, avec ces fenêtres dont les losanges vous lorgnaient comme par des yeux de poisson, pourraient difficilement se retenir d'avancer, de m'écraser. Et
Pourtant, tout ce que j'avais lu, c'était le dernier fragment du blasphème de ces runes avant de refermer le livre et de l'emporter. Je m'en souviens, je lisais ce livre, blême et enfermé dans le grenier que j'avais consacré de longtemps à ces étranges recherches. La grande maison était très calme parce que j'avais attendu qu'il soit minuit pour monter. J'imagine que j'avais une famille alors, même si les détails sont très incertains. Et je sais qu'il y avait de nombreux domestiques, mais de quelle année il s'agissait, je ne sais pas, parce que depuis j'ai connu tant d'âges et de dimensions que toutes mes notions du temps se sont dissoutes et recomposées. C'était à la lumière de chandelles que je lisais. Je me souviens de l'incessant égouttement de la cire, et me parvenait de temps à autre le bruit des carillons d'église très distantes. Je crois que je portais attention à ces carillons dans une intention particulière, comme si j'avais peur d'entendre une note intruse encore plus lointaine qui s'y serait mêlée. Alors se produisirent les premiers grattements et tâtonnements à la lucarne qui donnait au dehors, loin par-dessus les autres toits de la ville. Et parce que ce fut juste alors que je lisais à voix haute le 9e verset de ce chapitre primordial, je compris en frissonnant ce que cela signifiait. Parce que celui qui passe par les portes sera toujours poursuivi par une ombre, et plus jamais ne sera seul. Je l'avais évoqué, et le livre était bien sûr tout ce que j'avais supposé. Cette nuit, je passais la porte d'un vortex de temps et de vision ensemble tressés. Et quand la lumière du matin parvint dans le grenier, je découvris dans les murs, les étagères et les meubles, ce que jamais je n'y avais vu auparavant. Plus possible de voir le monde tel que je l'avais connu, mêlé à la scène présente restait à la fois un peu du passé, un peu du futur, et tous les objets autrefois familiers surgissaient inconnus et étrangers dans la nouvelle perspective de ma vue agrandie. Et depuis lors, je marchais dans un fantastique rêve de formes inconnues ou mi-connues. À chaque porte traversée, je pouvais de moins en moins reconnaître avec évidence les choses de la plus proche sphère dont j'avais si longtemps été entouré. Ce que je voyais de moi, personne d'autre ne l'avait vu, et je m'imposais à la fois le silence et l'écart, de peur d'être pris pour un fou. Les chiens avaient peur de moi, parce qu'ils percevaient l'ombre extérieure qui ne quittait jamais mon côté. Mais je lisais encore plus dans ces livres et ces rouleaux cachés et oubliés auxquels ma vision me menait, me poussant vers de nouvelles portes d'espace et d'êtres et de formes de vie plus près du noyau du cosmos inconnu. Je me souviens que dans la nuit, j'allumais les 5 cercles concentriques de feu sur le plancher et me levais depuis le plus étroit, psalmodiant cette litanie monstrueuse que le messager de Tartarus avait transmise. Les murs s'évanouirent. Et je fus emporté par un vent noir à travers d'insondables golfes gris, avec les sommets en forme de crâne de montagnes inconnues à des kilomètres autour de moi. Encore un moment, et vint la noirceur totale et la lumière de myriades d'étoiles formant ces constellations étranges d'outre-monde. Et finalement, je vis une plaine illuminée de vert tout dessous, et y discernais les tours torsadées d'une ville construite d'aucune façon que j'aie jamais vue, ou lue, ou rêvée. Et comme je flottais plus près de cette ville, je vis un bâtiment carré de pierre dans un espace ouvert et ressentis la peur hideuse m'engloutir. Je criai, me débattis, et après un vide, j'étais de nouveau dans mon grenier, affalé à plat
sur les 5 cercles phosphorescents du plancher. Dans l'aventure de cette nuit, il n'y avait pas plus d'étrangeté que dans bien des précédentes nuits d'aventure. Mais il y eut plus de terreur, parce que je savais être allé plus près de ces golfs et ces mondes du dehors que je n'en avais jamais été auparavant. Plus tard, je pris plus de précautions avec mes incantations. Je ne souhaitais pas être coupé de mon corps et de la terre, dans ces abysses inconnus dont je ne pourrai jamais revenir. Ça s'appelle Le Livre. On est en octobre 1933. Des livres, un livre, il y en a toujours dans les récits de Lovecraft. C'est une manière de mettre en abîme, de provoquer une sorte d'emboîtement, et avec toujours ce double sens que le narrateur lit un livre ou emporte un livre, ou bien c'est le livre qui provoque cette disparition ou ce franchissement de monde, et qu'en même temps c'est le livre qui vous parvient, l'écrit qui vous parvient, ou vous-même vous lisez comme lit le narrateur. Et ce livre, vous savez que dans bien d'autres histoires, il en a fait un motif récurrent avec un personnage qu'il s'était inventé dans son enfance pour dialoguer, qu'il appelait Abdul al-Azred, Abdul qui a tout lu. Et ce livre s'appelle le Necronomicon. Mais ici, en octobre 1933, il oublie le Necronomicon. Et ce personnage, une sorte de bouquiniste de monde encombré de livres, où il trouve celui-ci sans autre explication. Ça, c'est un motif qui est récurrent chez Lovecraft, mais c'est rarement le narrateur lui-même qui s'en va. Souvent, c'est le narrateur qui assiste à comment un ami, un proche, un double se perd pour avoir cru au livre ou avoir pris pour lui l'expérience du livre. Et c'est ça qui est très curieux, c'est que dans cette période, tout ce qu'on sait, c'est que Lovecraft, il y a l'accumulation de manuscrits refusés, pas pris, il y a une lassitude, il y a la pauvreté. Il dit, j'oublie tout, j'écris comme je veux faire des expériences où seule la prose domine. Et on a l'impression que les rêves, les emboîtements, les formes géométriques aperçues, c'est comme s'il prenait toutes ces images et qu'il faisait une sorte de danse de ses propres hallucinations. Et toutes les figures de Lovecraft sont présentes, avec cette identité confuse, sentiments confus, mémoire, puis cette traversée soudain de monde. Mais comment il peut revenir pour nous les dire? Alors il y a cette fin, et j'ai jamais pu démêler si Lovecraft est coincé, et donc il trouve cet artifice pour boucler quand même ce récit, qui ne sera pas publié, ou bien si vraiment il se dit tant pis pour l'artifice, ce qui compte c'est le voyage qu'on a fait, et que toutes ces figures du livre trouvé, du retour, une ville sur le front de mer, donc pour une fois c'est pas Providence, de monter dans ce grenier, d'accomplir avec ces cercles de feu, ces incantations, et puis tout d'un coup faire exister cette vision, et qu'on sait que cette vision est dangereuse, et comme dans L'étranger, The Outsider, ce qu'on voit, c'est soi-même. Et c'est ce soi-même qui vous effraie. Même les chiens en ont peur. Alors, le livre, c'est quand même un texte de Lovecraft qui, pour moi, fait partie du paysage